De tout temps, l'homme a inventé des outils pour agir sur le monde. Des outils physiques, comme le marteau, le levier ou la charrue, mais aussi des outils symboliques ou cognitifs, comme le langage, l'écriture, les schémas, les diagrammes. Avec le développement des technologies, les outils cognitifs sont aujourd'hui de plus en plus répandus et font de plus en plus partie de notre environnement. Comment imaginer un pilote d'avion sans son ordinateur de bord? Un ingénieur concevant un pont ou un bâtiment sans ses outils de modélisation sur ordinateur? Un spécialiste de l'Égypte ancienne sans sa base documentaire qui le met en contact avec tous les musées du monde? À ce propos, un chercheur comme Roy P. parle de système cognitif. Ainsi, le pilotage d'un avion fait appel à un système constitué par le pilote, son copilote, l'ordinateur de bord et l'aiguilleur du ciel dans sa tour de contrôle. L'intelligence et la cognition qui est mobilisée pour amener l'avion de son point de départ à sa destination n'est pas seulement dans la tête du pilote, mais est distribuée dans l'ensemble du système. De la même manière, l'employé qui traite en ligne les réclamations des clients mécontents de leur note de téléphone mobilise un système cognitif constitué par ses propres connaissances, mais aussi par une base de données consultable en ligne qui reprend l'historique du client, ainsi que par un système expert qui le guide dans l'analyse du cas et l'oriente vers une solution. Dans le système cognitif mobilisé par l'employé, ce qui importe, c'est le type de connaissances, la manière dont elles sont représentées et leur modalité d'accès, mais pas l'endroit où elles se situent. L'employé peut avoir mémorisé certains éléments de la procédure à appliquer, alors que d'autres lui seront suggérés par le système expert. Peu importe, c'est l'efficacité globale du système et sa capacité à traiter les demandes des clients qui comptent. Gabriel Salomon met en évidence les liens très étroits qui existent entre les différentes composantes du système cognitif mobilisé pour traiter une situation. C'est-à-dire entre, d'une part, les ressources cognitives internes de l'individu et, d'autre part, l'environnement. Ce dernier étant constitué à la fois par les outils cognitifs mis à disposition et par les interactions sociales qui s'y développent. Pour cet auteur, l'environnement n'aidera pas seulement l'individu à trouver une solution au problème qu'il a à traiter, mais laissera également chez lui une trace cognitive. Pour reprendre l'exemple que nous avons évoqué avant, l'employé pourra progressivement transférer vers son propre système cognitif une partie des opérations dont il s'est déchargé, dans un premier temps sur l'ordinateur. De cette manière, il aura acquis de nouvelles compétences, comme par exemple la capacité à détecter les mauvais payeurs à travers l'historique des factures de téléphone d'un client, et cela sans avoir recours au support informatique mis à sa disposition. Pour Salomon, les outils fournis par l'environnement jouent un rôle d'artefact, en ce sens qu'ils organisent ou réorganisent le fonctionnement cognitif. Ainsi, des enfants qui utilisent un système d'aide à l'écriture, c'est-à-dire un logiciel qui les accompagne dans la production de textes écrits, améliorent non seulement leur performance d'écriture, mais développent aussi certaines stratégies métacognitives à travers les traces cognitives laissées par le dispositif. L'existence de ces traces cognitives permet de penser que, lorsque les enfants qui ont utilisé l'outil d'aide à l'écriture devront par la suite réaliser d'autres travaux d'écriture, ils pourront mobiliser ces traces, ce qui les rendra plus performants, même en l'absence de l'aide apportée par le logiciel d'écriture. Ce mode d'apprentissage correspond à un processus en spirale, où les outils fournis par l'environnement participent au développement de la cognition individuelle, qui en devenant plus performante rend les activités distribuées plus efficaces. Solomon décrit ce processus comme une véritable coopération, un enrichissement mutuel entre activités individuelles et distribuées. La notion d'artefact joue un rôle central dans les modèles actuels de l'apprentissage pour expliquer les liens subtils qui s'établissent entre l'individu et son environnement. L'apprentissage n'est plus vu comme le résultat d'un modelage par l'environnement, comme chez les behavioristes, ou à travers un processus de sélection des stimuli guidés par la mémoire à long terme, comme chez les cognitivistes, mais comme le résultat de la mobilisation d'un système cognitif global, incluant les ressources présentes dans l'environnement sous la forme d'artefacts. C'est cette vision d'un système cognitif global qui sert aussi de référence au modèle de l'activité qui est issu des travaux de l'école russe, à laquelle appartenait Lev Vygotsky, et qui a été repris plus récemment par un groupe de chercheurs scandinaves regroupés autour de Ryo Ingeström. Le point de départ du modèle de l'activité, c'est la représentation sous la forme d'un triangle proposé par Vygotsky, qui met en évidence l'intervention d'une médiation culturelle dans le lien stimulus-réponse cher aux behavioristes. Pour Vygotsky, l'activité humaine n'est pas une réaction directe à l'environnement. La relation entre le sujet humain et les objets de l'environnement est médiatisée par des artefacts, tels que le langage, l'écriture, les diagrammes. Engström parle d'artefacts de médiation pour faire référence à tous les outils symboliques que la société met à la disposition de l'individu pour la réalisation d'une tâche dans un contexte culturel donné. Plus précisément, Engström fait intervenir la notion d'artefact de médiation en plaçant celui-ci entre le sujet qui agit et l'objet fourni par l'environnement.
sur lequel s'exerce l'activité et qui définira la finalité de l'activité. Cette représentation, sous forme de triangle, reprise à Vygotsky, sera complétée en introduisant la dimension sociale, qui est prise en charge à travers la notion de communauté. De cette manière, le modèle proposé par Engelstrom intègre, pour expliquer l'apprentissage, à la fois l'intervention des aspects culturels et le support apporté par la communauté, c'est-à-dire la dimension sociale, ce qui place ce modèle dans la droite ligne de l'approche socioculturelle. Le modèle de l'activité relève d'une conception interactionniste de l'apprentissage, en ce sens qu'il donne un rôle central à l'activité comme source de l'apprentissage. C'est à travers l'interaction avec son environnement, par l'intermédiaire d'artefacts adaptés, que l'individu construira de nouvelles connaissances. Pour les tenants du modèle de l'activité, l'action, qu'elle soit physique ou mentale, constitue la seule voie possible vers la connaissance. En cela, le modèle de l'activité est parfaitement en accord avec le constructivisme, et a donc sa place dans ce module consacré aux évolutions du modèle constructiviste. Pour revenir à la cognition distribuée, même si celle-ci entretient des liens étroits avec les approches présentées dans les capsules précédentes, elle nous paraît mériter qu'on lui fasse une place particulière parmi les évolutions récentes du constructivisme. En effet, plusieurs éléments nous paraissent soutenir cette idée. Tout d'abord, la cognition distribuée propose une interprétation originale de certaines notions mises en avant par le culturalisme, en prenant appui sur l'omniprésence des technologies dans de nombreux contextes d'apprentissage. Plus spécifiquement, elle permet de mieux comprendre comment les artefacts véhiculés par ces technologies peuvent épauler l'activité humaine, des activités simples et répétitives jusqu'à la prise en charge des problèmes les plus complexes, en faisant par exemple appel à des systèmes experts, c'est-à-dire à des systèmes informatiques capables de traiter des tâches à la manière dont le fait le cerveau humain. Ensuite, la cognition distribuée contribue à faire éclater la représentation classique de l'intelligence, limitée aux capacités intrinsèques de l'individu, pour proposer une vision élargie de celle-ci, qui intègre les outils symboliques mis à disposition par le contexte culturel et social. Enfin, la cognition distribuée conduit à questionner le système d'éducation tel qu'il fonctionne aujourd'hui, qui fait la part belle à l'activité individuelle et qui se montre encore réticent à l'idée de permettre aux élèves d'utiliser en classe des moyens technologiques évolués, en particulier lorsqu'il s'agit de contrôler les connaissances. Pour illustrer notre propos, on peut évoquer le temps qu'a mis la calculatrice à être acceptée à l'examen, ou encore l'utilisation limitée d'outils comme les correcteurs orthographiques, comparé au temps consacré en classe à l'apprentissage des règles de grammaire et d'orthographe.